Bienvenue à toutes et à tous. Je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui, à notre rendez-vous du webinaire du mercredi. Aujourd'hui, il porte sur les interventions et les innovations auprès des personnes immigrantes en temps de Covid-19. Je me présente. Je suis Inès Chalala, directrice du savoir et des partenariats Fondation Philanthropique Canada. Pour commencer, nous aimerions reconnaître la nature autochtone des nombreux territoires de l'île de la Tortue, où nous travaillons et où nous résidons. Ces territoires cédés ou non cédés constituent l'habitat de nombreux peuples autochtones qui ont vécu depuis des dizaines de milliers d'années et qui y vivent encore aujourd'hui. En tant que colons, immigrants et leurs descendants, et en tant que visiteurs, nous honorons et nous respectons les nombreux peuples autochtones de cette terre et de ce territoire, et nous espérons à un avenir plus juste ensemble. Donc, avant de donner la parole à Sandrine Messomo de l'ICI, je voudrais vous rappeler qu'il est possible de poser vos questions en tout temps dans la boîte en bas de votre écran sur laquelle est inscrit Q&A. Nous sommes vraiment heureux d'accueillir un super panel aujourd'hui, des personnes avec qui j'ai eu le plaisir de préparer cette rencontre au cours des dernières semaines. Et je voudrais vous présenter Sandrine Messomo, qui va être notre modératrice aujourd'hui, qui est aussi coordonnatrice des services responsables de l'évaluation de l'ICI, avec qui, en fait, nous avons organisé en partenariat ce webinaire. Roger Petitfrère aussi, notre deuxième panéliste, qui est membre du conseil d'administration de la table de quartier de Montréal-Nord et président du CA de l'ICI, du conseil d'administration. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir Marie-Christine Ladouceur-Girard, directrice du bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, le BINAM. Bonjour Marie-Christine. Et Alia Hassan-Cournol, directrice générale de l'ALPA, Accueil Liaison pour Arrivants, et Yannick Boucher également, qui est directeur des services aux personnes immigrantes d'ALPA Accueil Liaison pour Arrivants, qui, je pense, va se joindre à nous incessamment. S'il ne l'a pas déjà fait, je ne le vois pas encore à l'écran. Donc, je vous remercie toutes et tous d'être parmi nous aujourd'hui. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Sandrine Messomo de l'ICI pour commencer cette conversation avec nos panélistes. Sandrine? Oui, merci Inès. Merci à toute ton équipe d'avoir travaillé d'arrache-pied pour l'organisation de ce webinaire. Mais je tiens quand même aussi à souligner et à remercier M. Félix-Antoine Véronneau par l'entremise duquel la passerelle a pu être établie entre l'ICI et Fondation Philanthropique Canada, parce que c'est lui qui a été approché pour être notre panéliste et il nous a offert cette belle opportunité. Donc, nous tenons à le remercier. Mais avant de commencer cette conversation modérée, je voudrais quand même souligner en quelques mots c'est quoi l'ICI. On dit l'ICI, mais c'est l'organisme pour l'intégration, la citoyenneté et l'inclusion. C'est un organisme naissant à Montréal-Nord qui était incorporé en 2019. Mais elle a cette particularité que c'est le premier organisme à Montréal-Nord dont la mission est vraiment l'accueil et l'accompagnement, voire l'intégration réussie. Vous allez entendre parler de cette expression tout au long de la modération, des nouveaux arrivants sur le territoire. C'est vraiment un organisme qui est né sous, on va dire, la coupole d'un comité. On va l'appeler le comité Immigration et Vivre Ensemble, sous l'impulsion de la table de quartier de Montréal-Nord. Vous voyez, si qu'on parle d'une concertation, on parle d'une dynamique collaborative impressionnante qui a donné lieu à ce fabuleux organisme qui met en place ce qu'on appelle un mécanisme pivot d'accueil et de référencement. Cet organisme qui est naissant a voulu discuter aujourd'hui des questions autour de sa mission en contexte de COVID-19 et son besoin a rejoint le besoin de Fondation Philanthropique Canada. Et nous sommes assez heureux de pouvoir amorcer cette discussion qui, nous le souhaitons, va produire probablement de très beaux résultats à moyen, à court et à long terme. Je vais commencer cette très belle conversation modérée, comme Inès l'a dit. Et je vais m'adresser tout d'abord à Madame Marie-Christine Ladouceur, qui est directrice générale du BINAM, comme on vient de souligner. Marie-Christine, quelles sont les actions
qui ont été mises en place par votre organisation, le BINAM, depuis le début de la COVID-19 en ce qui a trait aux personnes immigrantes à Montréal? Bien, bonjour à tous. Merci Sandrine pour cette introduction. Je vais venir à la réponse à ta question, mais vous me permettrez une petite introduction pour le bien de nos auditeurs aujourd'hui sur l'immigration à Montréal. On s'était entendu avec les intervenants sur ce panel que le BINAM, en tant que bureau de la Ville de Montréal, aurait un rôle à disons, présenter un peu l'intégration des immigrants à Montréal et un portrait finalement de cette immigration. Donc, je demanderai au maestro de bien vouloir faire rouler la présentation que nous avons préparée. Si elle est là, je ne sais pas si c'est normal que je la vois pas. Alors, oui, on y arrive. Super. Donc, un petit portrait d'abord des personnes immigrantes à Montréal sur la diapo suivante. Oui, alors, comme vous le savez, l'immigration au Québec, c'est vraiment un phénomène montréalais, hein. On a 76% des personnes immigrantes nouvellement arrivantes qui s'installent sur l'île. Si on regarde la région métropolitaine de Montréal, c'est encore plus élevé, ça va jusqu'à 87%. Et une statistique qui est intéressante, c'est que 2 tiers des enfants montréalais ont au moins un parent immigrant. Donc, l'immigration, c'est vraiment l'affaire de tous, on peut dire, à Montréal. Il y a nos immigrants aussi, c'est parfois connu, parfois moins, sont vraiment sélectionnés pour leur capacité à contribuer à l'économie. Donc, on dit que 50% sont de la catégorie de l'immigration économique. Donc, ce sont des travailleurs qualifiés ainsi que leurs familles. On peut changer la diapo. Alors, les immigrants, ce sont les personnes nées hors du Canada, je tiens à le dire, parce que parfois on utilise toutes sortes de thèmes et aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de faire un lexique, mais si on regarde les personnes qui sont vraiment nées à l'extérieur du pays, donc qu'ils soient des nouveaux arrivants, des immigrants de plus longue date, on en a quand même beaucoup, là. On parle de 1 663 000 personnes. Il y a 26% aussi de la population qui s'identifie comme une minorité visible, donc ça donne quand même un bon nombre d'entre eux, là, près d'un tiers. Et c'est 10% de plus là, qu'au niveau du Québec. Le chômage, on le sait, est plus important chez les personnes immigrantes que chez les non-immigrants. Donc, vous avez quelques statistiques et c'est bien certain que la couche des nouveaux arrivants est particulièrement ciblée par cet enjeu-là. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons là, de l'existence du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, le BINAM, étant donné cet enjeu majeur. Au niveau des études, il y a une étude qui vient d'être dévoilée, vous l'avez certainement vu, qui montre que les enfants immigrants qui sont arrivés au Québec avant 14 ans gagnent toujours moins que les non-immigrants à l'âge de 20 ans. Et cette dynamique est plus importante au Québec qu'ailleurs. Le taux de pauvreté également est plus important chez les personnes immigrantes. Donc, je vous présente ces statistiques-là, ce portrait pour vous montrer que c'est un enjeu qui est important aujourd'hui, là, celui qu'on adresse. Quelques mots sur nos initiatives. C'est pas l'objet de la question, mais je pensais que c'est quand même important que vous sachiez. Donc, on a un plan d'action qui s'appelle Montréal Inclusive. On a 4 axes et vous avez là quelques actions qu'on porte. Je dirais que j'en soulignerai 2. D'abord, sur le plan de l'intégration économique, c'est très important pour nous. C'est la priorité des personnes immigrantes pour la ville. On a fait un grand sondage cette année, puis on a confirmé, là, vous voyez, Écho, le baromètre, que 46% des répondants immigrants affirment que la priorité de la ville doit être l'intégration professionnelle. C'est pour cette raison qu'on a plusieurs projets, dont la stratégie Montréal inclusive au travail, qui comprend une série d'actions, un balado, un laboratoire, des campagnes, la campagne Porte fermée, vous en avez peut-être entendu parler. Et on a également beaucoup d'actions qui concernent les personnes plus vulnérables, donc on appelle les migrants à statut précaire d'immigration, pour lesquels on agit à travers notamment notre politique d'accès aux services municipaux sans peur et la cellule d'intervention et de protection. J'en viens maintenant à la réponse à la question. Qu'est-ce qu'on a fait donc en temps de COVID? Donc justement, pour les personnes plus vulnérables, c'est vraiment un de nos grands focus. Et il y a deux initiatives, si vous voulez bien, mesdames, changer la diapo. Oui, d'abord, je vais parler un petit peu effectivement des impacts de la COVID sur les personnes immigrantes. Donc, quelques statistiques, encore une fois. Les arrondissements, on le sait, où les personnes immigrantes et racisées sont surreprésentées, comme Montréal-Nord, Côte-des-Neiges et Saint-Michel, ont été deux fois et demi
de plus touchés par la COVID. Et les immigrants, ils représentent près du tiers des aides infirmiers, des aides soignants, des préposés aux bénéficiaires durant la COVID. On sait aussi là, que parmi les travailleurs dits essentiels, c'est près de la moitié qui sont soit immigrants, soit personnes à statut précaire, soit personnes dites minorités visibles. Donc, il y a des liens là, de corrélation très importants là, entre nos anges gardiens, comme on les a appelés, et le sujet dont il est question aujourd'hui. Alors, dans ce contexte-là, notre service, le service de la diversité et de l'inclusion sociale, qui regroupe différentes thématiques autour de la lutte à la pauvreté, de l'itinérance, de l'intégration socio-économique des personnes immigrantes, a été vraiment au front durant la pandémie. Et on a agi évidemment en itinérance, on a entendu beaucoup parler, mais également pour mieux rejoindre les personnes immigrantes. Et il y a deux dossiers que j'aimerais souligner. D'abord, l'importance d'offrir des services multilingues pour rejoindre les personnes allophones. Donc, on a été très actifs à ce sujet-là. On a traduit en de nombreuses langues beaucoup d'outils avec nos collègues de la santé publique. On a aussi des initiatives là en cours pour s'assurer que quand les gens, par exemple, appellent les services, par exemple, comme le 211 ou différents services de référence, il n'y a pas un bris de service quand ils sont référés vers des lignes info-COVID ou des lignes sur la santé. Donc, on puisse avoir vraiment de l'interprétariat, qu'on puisse avoir, c'est un exemple, mais cet enjeu de services multilingues est très important. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais les fondations, je suis certaine, seront interpellées par ce sujet-là. L'autre sujet très important, très d'actualité, c'est la fracture numérique. La fracture numérique, elle est de deux ordres. Il y a la fracture numérique de premier degré, qui est vraiment l'accès à du matériel informatique, à des ordinateurs. On sait, en temps de COVID, tout le monde a été confiné à la maison. Il y a des gens qui n'ont pas accès à du matériel pour travailler, pour faire étudier leurs enfants sur du matériel. Donc, on pense à des familles plus pauvres, à des familles dans des territoires de Montréal qui sont moins bien desservis. Et la fracture numérique de deuxième degré, ben, c'est au niveau de la littératie numérique et des compétences en matière numérique. Ça aussi, c'est un enjeu pour les populations plus vulnérables. Et la Ville est vraiment en train de se mobiliser là, avec plusieurs unités de l'appareil municipal, le service des technologies, le laboratoire d'innovation urbaine, le binôme au sein du service de la diversité et de l'inclusion sociale. Bref, on est en train de nous mobiliser pour revoir nos actions à différents égards afin de mieux prendre en compte cette fracture numérique. Et je sais d'ailleurs que Montréal-Nord a été un territoire particulièrement touché par la fracture numérique. Donc, voilà pour ce qui est de l'action du binôme et des innovations en matière de COVID. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour ce bel exposé. Je vais maintenant poser la question à Roger Petitfrère, qui est le directeur du Centre de formation Jean-Paul Lemay et en même temps président du conseil d'administration de l'ICI. Roger, quelles sont les actions de terrain qui ont donné naissance à l'ICI quand on sait que 42% de la population à Montréal-Nord sont des personnes immigrantes pour une population totale d'environ 84 234 personnes? Bon, merci Sandrine pour la question et puis je vais profiter de l'occasion aussi pour saluer tous et toutes qui sont là présentement. Effectivement, au niveau des actions posées, je peux vous dire que c'est jusqu'à 2019, Montréal-Nord n'avait pas un organisme dont la mission globale consiste l'accueil et l'intégration des nouveaux arrivants. Donc, on a dû attendre jusqu'à 2019 pour l'avoir. Mais ce n'est pas qu'il n'y avait aucun travail qui a été fait à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je vais tenter de vous tracer très rapidement un bref historique de l'ICI pour voir d'où on vient et pour arriver jusqu'à 2019. Et le nom qui a été choisi, donc on avait fait un concours et puis tout le monde a donné son opinion, c'était l'ICI qu'on a nommé ce nouveau bébé qui est né en 2019. Mais tout a vraiment commencé vers le 12 janvier 2010 à la suite du séisme dévastateur en Haïti. Puis c'était le parcours d'intégration de Montréal-Nord affilié au SILA de Montréal
sous la coordination de Montréal-Nord en santé et un itinéraire pour tous. Cela s'est accéléré à la suite de la vague des demandeurs d'asile venus des États-Unis à partir de l'été 2017. Avec l'accord du Rio, Entre Parents a été désigné comme porte-parole, comme porte d'entrée à Montréal-Nord dans ce dossier. Le Rio a alors produit le premier plan d'action à ce sujet. Cela a été repris par le milieu en général, par l'entremise de la table de quartier de Montréal-Nord et le CIV, le Comité Immigration et Vivre Ensemble. Si je devais donner des parents à ce beau bébé qu'est ici, je dirais que le Rio est la maman et la table de quartier le père, ou vice-versa. Dans le Québec d'autrefois et non laïque, on aurait baptisé le bébé au temple de la MCC, donc la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, et on lui aurait donné l'administration municipale de Montréal-Nord comme marraine et un itinéraire pour tous comme parrain. Le CIS Nîmes, donc le CLSC, sera un cousin germain. La commission scolaire devenue le centre de service scolaire de la Pointe de l'Île serait une cousine germaine. Si je devais citer des noms, c'est très important. Je mentionnerais sans aucun doute Claudel Toussaint, qui a été et est encore directeur du développement social, culture, sport, loisirs de l'arrondissement de Montréal-Nord. Il a aussi siégé au CA de la table de quartier et celui de itinéraire pour tous à l'époque du parcours d'intégration. Je peux citer Jean-Pierre Beauchamp, qui était coordonnateur de Montréal-Nord en santé à l'époque du parcours d'intégration. Le nom Montréal-Nord en santé a été changé pour table de quartier de Montréal-Nord. Je citerai Jean-Nicolas Ouellette, qui était président du CA de la table de quartier à l'époque du parcours d'intégration de Montréal-Nord. François Bérard, qui était également un ancien président de la table de quartier de Montréal-Nord. Christine Black, qui est actuellement la mairesse de Montréal-Nord, mais à l'époque du parcours, elle a siégé aussi comme vice-présidente de la table de quartier de Montréal-Nord au début du parcours d'intégration. Je citerai Guerline Rigaud, cofondatrice du Rio, qui a siégé avec plusieurs autres personnes et moi-même sur le comité de gestion du parcours d'intégration de Montréal-Nord, affilié au SILA de Montréal, et qui était membre du comité d'embauche des agents de liaison SILA. Williamson Lamar n'était pas du parcours, mais il a toujours soutenu de manière particulière les membres qui représentaient le Rio sur cette table de travail. Je parlerai de Rose-André Hubbard, qui était conseillère au développement communautaire du PDQ 39, affiliée au RSPVM, également membre du comité de gestion du parcours d'intégration et du comité d'embauche des agents SILA. Daniel Malo, qui était directeur de itinéraire pour tous et président de la table de quartier à un moment donné, c'est lui qui coordonnait le comité de gestion du parcours d'intégration affilié au SILA de Montréal. Richard Vallée, qui était un organisateur communautaire au CLSC de Montréal-Nord et membre du comité de gestion du parcours d'intégration. Richard avait accumulé les archives de presque toutes les études qui soutenaient l'idée de doter Montréal-Nord d'un organisme dont la mission globale soit l'accueil et l'intégration des personnes nouvellement arrivées. Yves Laviolette, qui représentait la commission scolaire de la Pointe de l'Île au comité de gestion du parcours, il a également siégé au CA de la table de quartier jusqu'à son départ à la retraite. Et plus récemment, nous devons souligner l'extraordinaire travail de Steve Boussiki, qui a été directeur général de la table de quartier de juillet 2017 à juillet 2020. Il a cumulé en même temps le poste de directeur général par intérim de l'ICI. Je parlais de Sheila Fortuné, directrice de la Maison des Jeunes L'Ouverture, membre de l'exécutif du Rio, qui avait envoyé l'offre d'emploi de la table de quartier à Steve Boussiki en 2017. Sabrina Saint-Louis, qui a été directrice générale adjointe de la table de quartier, devenue directrice générale par intérim de la table de quartier de l'ICI jusqu'à vendredi dernier, le 18 septembre 2020. À cette liste, j'ajouterai mes collègues du CA actuel de l'ICI. Isabelle Alexandre, directrice d'Entre Parents, Isabelle Desrochers, directrice du Centre d'action bénévole de Montréal-Nord, Samira Laouni, fondatrice de CORE, Jean-Alex Joseph, travailleur social, et moi-même, Roger Petitfrère, directeur du Centre Jean-Paul Lemay. Donc, et président de l'ICI, bien entendu. Et à ce titre de président de l'ICI, j'ai le bonheur de vous annoncer que j'ai investi tout récemment un homme connu et reconnu qui, depuis ce lundi 21 septembre, est en poste comme directeur général par intérim de l'ICI. C'est un grand monsieur qui se passe de présentation. Il a le mandat d'accompagner le CA qui sera renouvelé le 30 septembre pour trouver la perle rare à la direction générale de l'ICI. C'est le même monsieur que le directeur du service de police de la ville de Montréal a tout récemment engagé pour l'accompagner à titre de conseiller stratégique indépendant
afin de porter une attention critique favorable à la remise en question des pratiques de l'organisation. Mesdames et messieurs, son nom est Frédéric Boiron. Frédéric Boiron assurera l'intérim à la direction générale de l'ICI pendant 4 mois, renouvelable aux besoins par période de 2 mois. Il continuera à bâtir sur cette belle bouchette de ressources humaines compétentes que représente Sandrine Messomo, qui vient de vous parler, Peggy Châteauneuf, Delora Brizo, Adolphe Tamboué Béa et Daniel Balthazar. Alors, mission presque accomplie. Je dis bravo à nous tous et toutes de Montréal-Nord pour cette belle réalisation collective. Merci à plein de personnes de l'extérieur de Montréal-Nord qui nous ont supportés dans cette démarche, notamment Myrlande Pierre qui a produit plusieurs documents dans ce dossier, les spécialistes de l'ENAP pour leur riche contribution en valeurs humaines et financières, etc. Merci à nos bailleurs de fonds, notamment le MIFI, Binam, merci Binam, Centraide, Saputo, Chagnon, Fondation Philanthropique Canada, etc. Merci à vous tous et toutes. Merci beaucoup au nom de l'ICI. Et je pense que c'était vraiment important de le faire. Et si je dois résumer très rapidement, je demanderais de mettre le diapo donc, qui parle de... On est rendu à 2020, mais vous remarquez, si le deuxième qui donne les grands points. Donc, il y avait la page 1, donc la page 2 qui donne les grands points. Parce qu'on sait que quand on fait l'histoire, il y a des grandes périodes. On voit qu'il y avait, je ne sais pas si on peut retourner à la page 2. On monte, encore. Voilà. Donc, vous voyez, donc, en fond, c'est quand on fait l'histoire, il y a des grandes périodes. Donc, on parle de 2010 qui a commencé avec le séisme en Haïti. Et ça a été vraiment un moment très important où tout le monde s'est mis ensemble. Donc, la collectivité de Montréal-Nord. C'est sûr qu'on a lancé, donc il y a certaines personnes qui ont lancé des invitations, mais ça a été repris. Et c'est à ce moment-là qu'on a lancé le tout. Et 2011-2013, on parle de cette période-là où on a parlé du parcours d'intégration de Montréal-Nord qui est affilié au SILA de Montréal. Il y en a qui se rappellent de ça. Donc, c'est très important à cette époque-là. On avait le gouvernement du Québec aussi qui a fait son travail. Donc, quand le gouvernement du Québec, de concert avec le gouvernement du Canada, a amené la notion de parrainage humanitaire pour aider les gens affectés à faire venir leur famille. Donc, et c'est après le parcours d'intégration ici, là, donc on a pris c'était un genre de calme, on gérait le flot des gens qui étaient là. Et en 2017, c'était l'arrivée massive. Donc, on avait l'arrivée massive des demandeurs d'asile. On se rappelle à l'époque où le stade olympique était rempli, etc. Donc, vous voyez, c'était cette période de 2017-2018. Et là, on commençait à regarder. On a mis au point la porte d'entrée qui était avec entre parents. Donc, c'est là, par la suite, la table de quartier a pris la relève pour amener le comité CIV, comité immigration et vivre ensemble. Et là, c'est tout le milieu qui était là pour amener ce côté-là. 2019, donc c'est la naissance du bébé. Et là, en 2020, est-ce qu'on peut mettre la dernière page? Et ça, c'est très important, c'est un message qu'il faut aller. On sait qu'il n'est un secret pour personne que ça prend toute une communauté pour élever un enfant. Il est donc de notre devoir à tous et toutes de prendre soin de cet organisme naissant, tel un nouveau bébé, afin qu'il grandisse en âge et en sagesse. Je profite de l'occasion pour vraiment remercier des gens sur les panélistes qui sont avec moi, les gens qui m'écoutent, les philanthropes aussi, parce que c'est tout ça. Donc, vous faites partie de ces gens-là, donc une communauté, un village, une société, un pays pour élever ce nouveau bébé-là, pour nous aider à Montréal-Nord à faire grandir l'ICI en âge et en sagesse. Moi, je pense que c'est cette base-là qu'on a. Et je ne sais pas, Sandrine, si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup, Roger, pour cette belle présentation,
cette remise en contexte. Je vais maintenant passer la parole et je vais te rassurer que tu as bien répondu à la question. Je vais passer la parole à Alia. Je ne sais pas si Yannick est déjà parmi nous, mais je vais dire Alia, je vais poser la question à Alpa, qui est un bon partenaire de l'ICI actuellement pour tout l'accompagnement que vous avez fait avec nous. Quelles sont les actions que vous avez mises en place pendant la COVID et jusqu'à cette période? Je vous laisse la parole pour y répondre. Merci Sandrine et merci Inès pour l'invitation. Alors, nous, on a fait le choix de ne pas avoir de support visuel pour justement ancrer votre attention sur le terrain, sur les actions qu'on a mises en place. Je veux peut-être rapidement resituer Alpa parce que ça fait 35 ans qu'on existe et qu'on est actif à Montréal et en région. On est une espèce de guichet unique. On a des services en francisation, régionalisation de l'immigration, employabilité évidemment, services d'insertion sociale, aide au visa, services aux demandeurs d'asile. On a vraiment développé une expertise auprès des demandeurs d'asile chez Alpa et Yannick va pouvoir un petit peu analyser cette situation en particulier. Et puis, on a aussi un service qui est destiné aux employeurs parce que l'immigration, c'est une danse qui se joue à deux. La question de l'intégration des personnes immigrantes en emploi encore plus. Donc, c'est à la fois donner les clés de succès et de compréhension aux personnes immigrantes, quel que soit leur statut, lorsqu'elles arrivent sur le territoire québécois ou montréalais, mais aussi travailler auprès des employeurs à tout ce qui est inclusion, gestion de la diversité, préparation du milieu d'accueil, déconstruction des biais inconscients et des stéréotypes. Donc cette danse, on veut vraiment la danser dans un écosystème et c'est vraiment important de comprendre l'immigration comme un tout, comme des enjeux qui sont systémiques. Ceci étant replacé pour être Alpa était vraiment au cœur de l'action et au tout début de la crise. Nous, on a fait le choix de fermer les locaux à partir du 11 mars. On se souviendra que le Premier ministre, le 13 mars, a demandé à décréter l'état de pandémie au Québec. Donc, ces deux petites journées, aussi petites soient-elles, nous ont vraiment beaucoup aidé à préparer le terrain et notamment à préparer le terrain numérique. Donc, dans les premières actions qu'on a posées, c'est s'assurer que la machine suive, que les employés d'Alpa soient, et on est presque 40, donc ce n'était pas une petite mesure à prendre pour une organisation comme la nôtre. On a basculé tous nos services de façon numérique. Donc, que ce soit de l'intervention sociale, de l'employabilité, de la francisation, et je vais y revenir un petit peu plus tard, de la question des demandeurs d'asile, tous nos intervenants sociaux, nos conseillers en emploi ont fait cette bascule et ont été capables de livrer leurs services de façon complètement numérique. Et à cet égard, et dans l'idée de pérenniser aussi les organisations dans un contexte économique en mutation, dans un contexte de santé publique relativement fragilisé, il est éminemment important pour des organisations de pouvoir se doter de bons outils numériques. On parle de la fracture numérique et de l'importance de la littératie chez les personnes immigrantes, mais c'est vrai aussi pour les gestionnaires et pour les organisations, c'est vrai aussi pour les intervenants sociaux. Donc, faire nos virages numériques comme il se doit en mettant en place des bons processus organisationnels, c'était d'abord le b.a.-ba de l'organisation. Ensuite, je vais laisser Yannick plonger dans le très concret de ce qui s'est offert aux personnes immigrantes et je rebondirai juste après pour vous parler d'enjeux de langue française en temps de pandémie. Merci beaucoup Alia. Je suis bien présent, je ne sais pas si vous me voyez. En dessous de moi, je me nomme Alia Hassan-Cournol, mais je suis bien Yannick Boucher, donc il ne faut pas se méprendre. Donc, merci Alia pour cette introduction fort nécessaire à mon sens, de positionner Alpa quand même dans ce contexte-là. La question était au niveau des défis. C'est clair que le défi qu'Alia vient de nous partager, c'est tout ce basculement de nos services en ligne. Par après, moi, je vais être plus là pour un peu partager en fait des défis
qu'ont vécu, en tout cas du moins, puis l'analyse qu'on en fait aussi avec un pas de recul aujourd'hui, les personnes qu'on accompagne en fait au quotidien, qui sont les personnes immigrantes de toutes catégories confondues. Un des grands défis, puis ça a été un peu soulevé tout à l'heure par Marie-Christine, c'est cet enjeu de la fracture numérique pour les personnes immigrantes, en fait, qu'on connaissait déjà, mais disons que la crise sanitaire, ce confinement est venu d'une certaine manière révéler, exacerber ce qui existait déjà. Et donc, cette fracture numérique, nous, on l'a vécu de plein fouet parce que si une organisation comme ALPA a eu l'agilité de basculer en mode numérique, ça ne veut pas dire que la contrepartie et puis les personnes qu'on est là pour accompagner ont cette capacité de basculement aussi rapide que nous. Et puis, cette fracture numérique, je pense qu'elle a été bien définie par Marie-Christine tout à l'heure quand elle parle de disparité d'accès aux nouvelles technologies, puis en plus, cette littératie numérique. Mais au-delà d'avoir accès, en fait, à la technologie numérique, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est aussi au niveau des bandes passantes puis des forfaits Internet. Donc, c'est bien beau d'avoir un ordinateur à la maison, c'est bien beau d'avoir un téléphone cellulaire, mais si on est, notre bande passante puis notre forfait Internet, puis là, on est vraiment dans le pratico-pratique, mais si le forfait n'est pas capable de supporter, et les personnes immigrantes l'ont vécu, mais tous les travailleurs aussi, d'une certaine manière aussi, qui ont dû fonctionner en télétravail, ont à un moment ou l'autre vécu cette problématique à la maison où que la vidéo ne fonctionnait pas. Et donc, donner des services à des personnes qui n'ont pas d'ordinateur, mais qui travaillent surtout avec des iPhones, ça nous a demandé de revoir en fait nos manières de faire. Donc, la fracture numérique, un premier enjeu, mais qui a révélé réellement les inégalités, les inégalités économiques en fait, qui étaient déjà présentes avant le COVID. Nous, de notre côté, lorsqu'on a constaté cet enjeu, on s'est rapidement adapté. On a commencé à regarder qui pouvait offrir des programmes de soutien au niveau des technologies. C'est très rare ces programmes de soutien au Québec, mais on a rapidement scellé un partenariat avec Ordinateur pour École Québec qui s'appelle OPEC, en fait, qui ont un programme CLIC. Nous, rapidement, on est allé leur parler de nos enjeux. On leur a dit, est-ce que c'est possible, au-delà de fournir des ordinateurs aux écoles, étant donné en plus que les jeunes, les enfants en âge scolaire continuaient l'école à la maison pour la plupart et qu'un ordinateur à la maison ne suffit pas, une tablette ne suffit pas, un iPhone ne suffit pas pour l'ensemble de la famille lorsqu'on veut rechercher un emploi et qu'on veut continuer à suivre d'un point de vue pédagogique les enseignements primaires, secondaires, peu importe cégep, université. Alors, on a fourni, en fait, on a servi, étant donné que l'OPEC ne travaille pas avec les individus, avec les particuliers, on a utilisé notre statut en tant d'organisme pour justement ramener les ordinateurs pour pouvoir les redistribuer aux familles qui en avaient besoin. C'était, disons, une brique de plus qu'on a mis, même bien modestement, parce qu'on n'a pas du tout la prétention d'avoir réglé le problème de la fracture numérique, mais au moins, on a pris cette initiative. Un autre enjeu qui est très important, que je dois soulever, c'est la question de l'isolement des nouveaux arrivants, puis le besoin d'être assuré. Hein? On s'est tous retrouvés en confinement, on s'est sentis pour la plupart isolés, bien que nés ici. Alors, imaginez quelqu'un qui a été déraciné, qui a quitté son pays, qui vient d'arriver ici, qui a un réseau à reconstruire, qui vit un choc, une perte de repères, qui a besoin de rebâtir un réseau de soutien à son arrivée et qu'on tombe en confinement. Donc, nous, on a senti chez les personnes qu'on accompagnait une détresse, en fait, à ce niveau-là, au niveau de l'isolement. Et on avait beau essayer de référer au RIVO, qui est le réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée, qui travaille au niveau des enjeux psychosociaux, ils étaient débordés. Alors, de notre côté, on s'est dit, reprenons-nous, créons un groupe d'intégration et de soutien pour les personnes immigrantes. Donc, on a créé des groupes de soutien, d'échange, de partage entre hommes, entre femmes, entre familles, avec les enfants, pour essayer le plus possible de briser l'isolement. Et c'était des groupes qu'on prenait au quotidien. C'était des groupes, je m'excuse, hebdomadaires. À chaque semaine, il y avait des rencontres et tout ça se faisait en ligne. Et en plus, on a aussi mis en place, pour essayer de contrer cet enjeu d'isolement, un projet de soutien psychosocial. Et c'est là qu'on s'est dit,
c'est pas le temps de travailler seul comme organisme. Hein. Il faut se rallier. Alors, on s'est tourné avec un partenaire qui est Parole d'Exclus, qui est sur le territoire de Montréal-Nord. On s'est mis ensemble et on est allé chercher du financement pour créer des groupes de soutien psychosocial, pour donner aussi la disponibilité à des psychologues interculturels pour les personnes qui en avaient besoin, mais aussi les intervenants, parce que les intervenants aussi vivaient la détresse psychologique. Donc, en soutenant les intervenants, on soutenait aussi les personnes qu'on accompagne. Donc, pour nous, c'était très important d'essayer, en fait, lorsqu'on voyait un enjeu en plein cœur de l'action, on se retirait un petit peu, on essayait de faire preuve de réflexivité et de prendre un moment puis de dire, mais où on peut agir, où on peut aller chercher du financement, puis qu'est-ce qu'on peut créer au moins pour soutenir les personnes qu'on accompagne et, entre autres, les demandeurs d'asile. Et là, je repasserai la parole à Alia pour qu'elle va nous parler un peu de cette idée de barrière de langue et tout ça. Donc, voilà. Rapidement, évidemment, Un instant, Alia, avant de te repasser la parole, parce que je pense que vous avez lu dans mon cerveau, vous avez pris en même temps ma première et ma deuxième question. Là, je ne sais pas, je vais embrayer avec vous parce que la première question, c'était sur les actions et la deuxième sur les défis, mais comme dans mon autre passage, vous êtes toujours aussi les premiers bancs dans ma deuxième question, je vais donc reformuler la question sur les défis, comme ça, les défis que vous avez rencontrés en pleine pandémie. Vous êtes géniaux, vous êtes comme... Je te passe la parole, Alia. On a tellement de choses à dire, on a été tellement proactifs qu'on pourrait peut-être finir par écrire une thèse sur tout ça. Un autre enjeu et un défi et pour lesquels on a mis des actions en place, et ça fait bien le pont avec la prochaine question, c'est évidemment la question de la langue. Le Québec se vit en français. La plupart des personnes qui venaient chez ALPA avant la pandémie venaient ici pour avoir accès aux cours de francisation du MIFI. Et tant bien que mal, le MIFI a réussi finalement à transposer les cours de francisation en ligne. Mais évidemment, passer de cours physiques à un environnement numérique, on l'a tous vu dans nos environnements de travail, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Et en attendant, il y avait notamment des proposés aux bénéficiaires chez ALPA qui avaient besoin de se perfectionner en français, de pratiquer leur français, de pratiquer le français aussi dans un but complètement social. Une initiative pour laquelle on a été vraiment assez sollicité et reconnu, ça a été la mise en place d'ateliers de conversation en ligne. Et de mars à aujourd'hui, ça a été plus de 67 classes mises en ligne. C'est plus de 500 participants, c'est 80 bénévoles qu'on a réussi à mobiliser. Et tout ça porté par les épaules d'une seule et même personne chez ALPA. Donc, vous voyez l'ampleur du défi et du défi organisationnel, mais c'était une nécessité absolue pour les participants et les personnes immigrantes de pouvoir continuer à pratiquer la langue qui est la plus pratiquée au Québec. Marie-Christine l'a touché tout à l'heure aussi. Quand on est au Québec, les informations étaient au début diffusées uniquement en français. Sauf que bien des demandeurs d'asile et des personnes à statut précaire ne maîtrisaient pas encore suffisamment la langue pour pouvoir comprendre le b.a.-ba des consignes de sécurité publique. Donc, jour 3 de la pandémie, l'équipe des communications d'ALPA s'est mise à traduire tous les points presse au moins en anglais, en espagnol, parfois en arabe. On a évidemment participé à l'initiative d'Access Montréal qui a mis des outils dans plus d'une quinzaine de langues en ligne. Et on a enfin participé et organisé l'initiative du camion hurleur. Donc ça, c'était un camion, littéralement, qui se baladait dans les quartiers les plus... où il y a un fort taux de personnes immigrantes dans l'est de Montréal. Et on répétait dans 6 langues les consignes de sécurité publique. Il y avait une équipe d'intervenants sociaux qui était là aussi, mobile, sur place, les samedis, pendant 1 mois et demi, à pouvoir apporter du soutien en intervention sociale directement sur le terrain, chez les gens, pas chez les gens, mais en dehors des gens. Donc ça a été une des actions. Et maintenant, quand on pense aux défis
et aux opportunités qu'on voit actuellement à l'orée d'un déconfinement, reconfinement probable, c'est sûr qu'il y a toute la question de la gestion des extrêmes. Il y a à la fois l'immigration, c'est déjà quelque chose d'instable. Immigrer dans la vie, c'est un défi, c'est se réapprendre, se réorganiser, comprendre un environnement qui nous est absolument pas familier. Ajouter à ça une pandémie mondiale, on est dans une couche supplémentaire d'instabilité. Donc, gérer les extrêmes, c'est gérer la peur, c'est gérer le déni des autres aussi. Et on le voit, hein, c'est quelque chose qui n'est pas propre aux personnes immigrantes, c'est un enjeu qui est social, mais les personnes immigrantes vivent des vulnérabilités encore plus importantes. Après, la difficulté qu'on a, le défi qu'on voit, c'est la difficulté qu'on a d'anticiper. On a une économie qui est complètement en changement. On est passé d'une pénurie de main-d'œuvre à un taux de chômage assez important. On se doute bien que l'économie québécoise est sous respirateur artificiel actuellement. Tous les indicateurs économiques le montrent, les statistiques de la Chambre de commerce, du Congrès du patronat, de la CPMT le démontrent. Donc, quel va être l'impact sur les personnes immigrantes en termes d'employabilité, de maintien en emploi, d'accès à des emplois de qualité et pas seulement des postes de journaliers? Et puis, on a une frontière qui est toujours fermée. Donc, sur la question des demandeurs d'asile, c'est un point d'interrogation massif. C'est aussi une réalité qui est la pressurisation à la frontière terrestre. Que va-t-il se passer le jour où la frontière réouvrira au chemin Roxham? On n'en a aucune idée. Que va-t-il se passer quand les gens vont pouvoir revenir? Quel accueil va-t-il y avoir? Est-ce qu'on va voir émerger quel type de mesures de santé publique vont être mises en place? Et comment nous, les organismes qui venons en aide aux personnes les plus vulnérables, aux personnes à statut précaire, on va pouvoir être financés pour apporter notre soutien à ces personnes-là. Donc, on a, en plus de la période d'instabilité qu'on vit auprès des personnes immigrantes qu'on accompagne, il y a une instabilité aussi pour les organismes parce qu'on navigue à vue. Et on aimerait pouvoir anticiper, on aimerait pouvoir se préparer, on aimerait pouvoir mettre en œuvre des plans, mais on manque de financement, notamment sur la question des personnes les plus vulnérables pour le faire. Donc, je m'arrêterai là. Merci beaucoup Alia pour cette belle réponse par rapport aux défis, les opportunités d'ALPA. Je vais reposer la même question, mais cette fois-ci à Roger Petitfrère à Montréal-Nord. Quand on sait que depuis 2017, un peu plus de 3000 demandeurs d'asile sont entrés, Alia parlait, Yannick, la même chose, les demandeurs d'asile qui sont venus par le chemin Roxane. Quels sont les défis, les opportunités aussi pour Montréal-Nord? Mais je vais quand même rappeler qu'on a 3 questions. On est juste à la deuxième et puis avec le temps, on va essayer d'aller un peu de passer tout en revue. La parole est à Roger. Je ne sais pas si c'est ton micro. Allô, Roger? Oui, mon micro est là. Oui. C'est correct maintenant? Oui, parfait. Donc, merci Sandrine pour la question. J'ai bien entendu, puis au niveau des défis, moi je dirais c'est sûr qu'avec la COVID a mis vraiment l'emphase sur des inégalités de toutes sortes. Puis on a compris que la population les plus vulnérables ont été les plus touchées par la COVID. Mais nous, ce qu'on a souvent fait, et puis c'est sûr que quand je parle de l'ICI, aujourd'hui j'ai le chapeau de président de l'ICI, qui est un organisme naissant, mais on sait très bien quand il y a un bébé, donc il y a souvent les parents, les ancêtres qui sont là. Donc nous, on a vraiment travaillé vraiment en amont par rapport à plein d'enjeux par rapport à l'immigration. Je remonte encore à toute la question de la vague des demandeurs d'asile qui passaient par les États-Unis pour entrer au Canada. On était en amont, on a fait des interventions de toutes sortes. C'est sûr que nous, quand on parle de Montréal-Nord, on sait que oui, c'est Montréal-Nord, mais on est résolument de Montréal, du Québec et du Canada. Et on s'était arrangé aussi pour faire des interventions un peu partout pour qu'au niveau structurel même, on soit capable d'intervenir. Par exemple, je peux vous dire que moi, personnellement, c'est sûr que je n'ai pas participé à titre de président de l'ICI à cette époque parce que l'ICI n'existait pas.
mais je faisais partie d'un groupe de personnes qui a amené le dossier des demandeurs d'asile qui vont devenir des immigrants. Donc, moi, je fais partie d'un groupe qui a été plaidé certains sujets, certains dossiers, jusqu'auprès du Premier ministre du Canada, M. Trudeau. On lui avait fait des demandes particulières à ce sujet-là. On a fait la même chose, donc avec le Premier ministre du Québec de l'époque, et on a vu, même au niveau, je me rappelle encore, quand on parlait de cette demandeuse d'asile-là qui arrivait, qui n'avait aucun droit à la francisation. Parce que pour passer par les commissions scolaires, il y avait cette question-là qu'on doit être résident permanent ou citoyen canadien. Donc, on a fait des interventions auprès du ministère de l'Éducation de l'époque. Et à Montréal-Nord, on a fait des interventions auprès de la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île qui a accepté d'ouvrir le jeu. Donc, quelqu'un qui avait un statut de demandeur d'asile pouvait suivre les cours, par exemple, au niveau de la francisation. Je suis aussi le directeur du centre Jean-Paul Lemay, ce centre-là qui donne la possibilité à tous les demandeurs d'asile de faire un cours de rafraîchissement scolaire qui peut les aider à maximiser leurs possibilités de succès au TENS. Donc, vous voyez, par exemple, quand on parle d'emploi, souvent, l'employeur au Québec va demander de posséder un DES ou l'équivalent. Puis souvent, ça devient comme un cercle vicieux. Donc, vous arrivez là-bas, chez un employeur, il vous demande le DES ou l'équivalent. Et pour faire le DES ou l'équivalent, il faut que vous soyez à l'école. Quand vous arrivez à l'école, on vous demande votre certificat de sélection du Québec et la résidence permanente. Donc, ça devient un cercle vicieux. Et nous, on a résolu cette situation-là. Donc, pour aider ces gens-là à avoir cette équivalence-là, on a développé avec une commission scolaire en particulier qui nous permet que la personne prend son rafraîchissement scolaire et par la suite, la personne pouvait avoir son équivalent de secondaire 5. Et dans les règles de la légalité, donc on cherche ça, on a négocié avec certaines choses. Ça, c'était des choses, des actions concrètes qu'on a fait pour aider ces gens-là. Si je prends, par exemple, moi, je pense que c'est très important de comprendre cette situation-là au niveau de Montréal-Nord, au niveau des défis et des opportunités. Moi, je pense que c'est très important de comprendre quand on parle de la population de Montréal-Nord. C'est 84 234 000 personnes, la population. Donc, on est l'un des arrondissements les plus peuplés au Québec et au Canada. Très forte proportion de familles monoparentales, on parle de 41 contre 43% à Montréal. Donc, à Montréal-Nord, il y a 41% de familles monoparentales. Comparativement à Montréal, il y a 33%. Donc, vous voyez, en termes d'indice de vulnérabilité, c'est très élevé. On parle de 54,6%. Les aînés de 65 ans et plus représentent 15,6% de la population, tandis que par rapport à la ville, on parle de 40% d'aînés qui vivent seuls et en situation de précarité. Donc, vous voyez toute la problématique qu'il y a à Montréal-Nord. Il faut amener ça d'une autre manière pour que quand on arrive avec des solutions, on ne peut pas prendre les solutions qui fonctionnent partout pour les amener dans ce contexte-là. Et je pense que c'est très important quand on parle de l'immigration de manière générale. On sait que si on reste seulement au Québec et même partout au Canada, donc on ne peut pas arriver puis penser global pour tout le monde. Il faut rentrer souvent dans les régions, il faut rentrer dans les arrondissements. Donc, et c'est pour ça, des fois, nous, à Montréal-Nord, en termes de lycée, donc, on dit qu'il faut regarder les choses d'une autre manière. Puis, quand on parle aussi de l'immigration de manière générale, il y a une façon de faire. Tandis qu'à Montréal-Nord, moi, quand on a fait les dernières études, on l'a vu clairement en termes d'immigration récente, on voit que la majorité des gens qui sont entrés, ce sont des Haïtiens. Et après, on a les Algériens et on peut mettre un groupe, le troisième groupe, c'est les autres. Donc, on voit, il faut que ce soit ciblé. Et c'est pour ça que dans ce contexte, il faut voir comment y aller de manière claire pour faire en sorte qu'on va apporter des solutions qui sont vraiment en termes de défis. Donc, ce n'est pas évident. Les défis relatifs à l'immigration à Montréal-Nord, donc on parle du territoire qui accueille 34 000
personnes immigrantes, 42% de la population totale. Donc, tandis qu'à Montréal, vous allez voir que c'est seulement 36% de la population totale qu'on parle qui sont issus de l'immigration. Entre 2011 et 2016, il y a 7620 personnes arrivées au Canada, se sont établies à Montréal-Nord. Vous voyez, quand on parle, ça place le quartier, donc le Montréal-Nord, au 3e rang des arrondissements où l'on retrouve le plus grand nombre de personnes nouvellement arrivées. En 2017, des milliers de personnes venues des États-Unis se sont installées à Montréal-Nord. Donc, on est l'arrondissement qui a reçu la plus grande part de ces gens-là. 49% de la population s'identifie à une minorité visible, contre 34% pour la ville de Montréal. D'où l'importance aussi de voir, quand on va investir certains montants, quand on va investir de l'énergie, donc pour trouver les solutions, quand on parle puis l'immigration, on dit que c'est une richesse. Mais pour que ce soit une richesse, il faut qu'elle soit bien utilisée. Et moi, je dis souvent, je me rappelle dans une autre vie, j'enseigne les sciences humaines et je parle souvent de plan Marshall. Donc, quand on parle du plan Marshall, c'était spécifique. On voit qu'il y avait un problème. Le problème, c'est qu'il y avait des pays qui étaient dévastés par la guerre. Donc, on a dû prendre des décisions importantes pour amener ces pays-là à se reconstruire. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut, quand on parle de l'immigration aussi, il faut vraiment avoir des plans spécifiques. Et parfois, c'est le courage d'agir aussi pour dire, ben, écoutez, on a l'habitude de faire ça de telle façon et osons penser différemment. Et je pense qu'il faut voir que souvent, on dit, il y a des gens qui sont là. Si tout le temps, on pose les mêmes gestes, on va toujours avoir les mêmes effets. Et c'est pour ça, oui. Okay. Donc, merci beaucoup. Ouais, je ne sais pas si tu as terminé, Roger. C'est juste que on va devoir donner quand même la parole à Marie-Christine pour, avant la période des questions-réponses, de nous donner quand même aussi les défis et les opportunités du binôme et cumuler aussi qu'est-ce qu'on pense, les autres ont parlé, le rôle de la philanthropie dans le cadre de la thématique par rapport à l'immigration. Oui, tout à fait. Merci, Sandrine. Le rôle de la philanthropie, je vais commencer par ce bout-là. Il est très important. Alia en a parlé pour certaines populations vulnérables, par exemple les immigrants, les demandeurs d'asile ou les migrants à statut précaire d'immigration. Et même les personnes qui sont sans statut, il y a peu de programmes de financement gouvernementaux qui s'adressent à ces personnes-là. Donc, c'est vraiment un défi. Et nous, la Ville de Montréal et le binôme plus particulièrement, comme son bras opérant, on porte beaucoup sur nos épaules ce dossier-là. C'est près d'un demi-million qu'on investit chaque année pour des projets là, pour aider ces populations-là, mais c'est bien trop peu. Il y a beaucoup de besoins, puis souvent, comme je le disais, c'est pas financé là, par les programmes gouvernementaux ou par exemple le gouvernement du Québec où c'est davantage la compétence. Donc ça c'est quelque chose qui peut être fait là sur le plan du rôle des organisations philanthropiques. Je sais que Centraide, traditionnellement, avait joué un rôle important à ce niveau-là. La fracture numérique aussi, les services aux populations allophones, je pense que c'est des dossiers intéressants, innovants, qui pourraient être attractifs pour les fondations. Puis il y a une belle opportunité de développer des choses ensemble sur ces dossiers-là. Donc, les défis et les opportunités, le contexte actuel, c'est un contexte qui est pas facile. Trouver les moyens financiers, je pense que ça va être un défi pour bien des organisations. Aussi, le tissu communautaire, je crois que c'est Alia qui en a parlé, le tissu communautaire est très résilient, mais à la fois très résilient, mais à la fois très fragilisé aussi. Donc ça, on le sent, là, il y a des rotations de personnel, il y a des services qui sont pas donnés, les projets aussi qui sont en cours doivent être adaptés à la réalité de la COVID, mais quand on a de l'intervention face à face, je pense que c'est Yannick qui en a parlé, il y a un besoin aussi des populations immigrantes pour de l'intervention face à face, donc c'est pas tout qu'on peut faire virtuel. Donc ça, c'est les défis. Je dirais que du point de vue de la ville, l'avantage, c'est qu'on est mieux préparé.
du point de vue de notre service, et le binôme contribue à un plan d'urgence pour se mobiliser autrement en cas de si l'alerte passerait au rouge. Donc, on mieux préparé, mieux avec des façons de faire qui vont être peut-être plus agiles pour intervenir. Mais c'est certain que les besoins vont être nombreux. Puis, je pense qu'il y a une place pour que les organisations philanthropiques développent avec nous. On pourrait incuber là, différentes initiatives. Là, je pense que la période de COVID va devoir nous amener à incuber des nouvelles initiatives pour répondre aux besoins. OK. Merci. Je ne sais pas si tu as terminé, Marie-Christine, ou si tu voulais rajouter, mais on est rendu à 14h55. J'ai des questions et j'ai une première question concernant le binôme. La question est, je ne sais pas trop bien qui a posé, je vais donner Christian Gay, qui demande, est-il envisagé d'offrir des services aux demandeurs d'asile par le binôme? Donc, la question s'adresse directement à Marie-Christine. Oui. Ben alors, j'en profite pour dire que le binôme n'offre pas de service direct aux personnes immigrantes. On est chanceux et fiers d'avoir un réseau montréalais dont ALPA et l'ICI maintenant font partie, un réseau montréalais fort avec beaucoup d'expertise. Donc là, n'était pas notre valeur ajoutée. Là, on estime qu'il y a vraiment de nombreuses, des centaines d'organisations là qui touchent de près ou de loin aux personnes immigrantes directement. Nous, on est plus dans un rôle plus d'innovation stratégique, d'amener de la valeur ajoutée, de l'intelligence là-dedans. Et oui, on a plusieurs, j'en parlais au début, mais on a vraiment plusieurs actions qui touchent les demandeurs d'asile et même les personnes sans statut. Donc, on a la politique d'accès sans peur aux services municipaux. Donc, qui permet aux personnes qui sont à risque de perdre leur statut, donc des demandeurs d'asile, de bénéficier des services municipaux sans peur, assorti d'un mécanisme là où Médecins du Monde et d'autres joueurs vont attester de l'identité si ces gens-là n'ont pas de pièce d'identité. Donc, ils vont attester de l'identité de la résidence et pouvoir délivrer une carte que les services municipaux vont pouvoir ouvrir. On a aussi mis en place la cellule d'intervention et de protection, qui est une de nos initiatives qu'on a confiée au CAVAC, au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. On finance aussi, comme je disais, pour 1,5 million de projets, dont la Clinique des solutions justes de Mission communautaire de Montréal qui aide les demandeurs d'asile et les autres migrants à statut précaire à régulariser leur situation. Donc, je les nommerai pas toutes, mais on a quand même plusieurs actions là, pour ces personnes-là dans notre bureau. OK. Merci beaucoup, Marie-Christine. La prochaine question, très rapidement, ça va s'adresser à l'ICI et à ALPA, mais vraiment des réponses assez brèves. La question est de John Syl Bruyère. Pour résumer la question de la personne, c'est est-ce qu'il y a des services qui sont offerts par vos organismes spécifiques et qui s'adressent spécifiquement à des personnes immigrantes marginalisées? Elle a pris l'exemple des femmes transmigrantes. Elle parle aussi des services aux personnes queer, binaires et trans. En fait, c'est un peu ça, ces populations. Est-ce que vous avez des services spécifiques à ce genre de clientèle? Nous, on est en train de les développer, ces programmes-là. On était juste avant la Covid en train de revoir, de moderniser, on va dire ça, l'offre de services d'ALPA. Et c'est important pour nous de s'intégrer, en fait, d'avoir plusieurs lunettes dans notre champ de vision et d'avoir une perspective intersectionnelle aux actions qu'on pose. Donc, on le sait, on arrive avec son bagage, on peut être immigrant et transgenre et on le voit souvent, les demandeurs d'asile qu'on accueille chez ALPA font partie des communautés LGBTQ+, et ont pour beaucoup fui leur pays en raison de répression due à leur identité de genre ou leur identité leur identité sexuelle, pardon. Donc oui, c'était des choses qu'on s'apprêtait à mettre en place, qu'on a dû mettre un peu sur la glace. Et la personne qui pose cette question, moi, je serais ravie de lui parler directement parce que on a aussi beaucoup de choses à apprendre des défis et des discriminations qui sont vécues par d'autres. OK. Merci beaucoup, Alia, pour cette réponse. Il y a une question qui a été posée, elle m'a été adressée directement, mais
je sais pas si moi je suis la modératrice, mais la personne a dit, Sandrine, que c'est quoi les services offerts par l'ICI parce que la personne n'a pas très bien compris. Je sais pas si Roger veut répondre ou il veut que je réponde, mais la personne veut vraiment savoir quels sont les services, les financements de l'ICI, c'est quoi les partenaires et qui soutiennent l'ICI parce que dans la première intervention, ce n'était pas très clair pour la personne. Je pense que tu es mieux placée que moi, Sandrine, pour répondre à cette question-là. Vas-y. Très rapidement, pour l'auditoire, l'ICI offre des services d'accueil et d'accompagnement aux personnes nouvellement arrivées sur le territoire de Montréal-Nord. On parle des 0,5 ans. L'ICI offre également du soutien aux familles. L'ICI offre des activités socio-culturelles en français et tout type de formation. On est soutenu par le ministère de l'Immigration et de la Francisation, le MIFI, dans le cadre du programme PASI, qui est le programme d'accompagnement de soutien à l'immigration, le programme PMD. On est soutenu par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, le BINAM, dont Marie-Christine Ladouceur-Girard est la directrice générale. C'est le BINAM qui a financé pour la première fois l'ICI en octobre 2019 pour un projet qu'on appelle Montréal-Nord, une communauté inclusive grâce à l'innovation, d'où sa présence dans le cadre de ce panel. Comme elle a dit, le BINAM est chanceux d'avoir autour de lui des partenaires de terrain, des partenaires de proximité tels l'ICI et ALPA. On continue à scruter pour tout type de clientèle qu'on a à Montréal-Nord, si on peut avoir d'autres bailleurs de fonds, mais c'est les deux principaux bailleurs de fonds pour répondre à la question. Il y a une autre question, mais je pense que c'est pour le BINAM, c'est Guillaume André qui demande quelle est la population de Montréal, la ville de Montréal versus les populations immigrantes. Je ne sais pas si Marie-Christine veut très rapidement. J'ai déjà répondu et il m'a répondu en retour qu'il y avait le calcul, en tout cas selon lui, le calcul n'était pas bon. Donc, on va vérifier parce que ce sont des données de Statistique Canada, mais tout dépendamment par exemple, si on prend juste l'île de Montréal ou la RMR, la région métropolitaine de Montréal, ça peut changer les chiffres. Donc, on peut regarder puis vous transmettre la confirmation de ces chiffres-là par après, mais j'ai répondu dans le chat. D'accord, OK. Et toujours pour toi, Marie-Christine, il y a une autre question, mais en anonyme. La personne demande quelle est l'importance du volet par et pour dans vos politiques internes. Oui, en fait, on fait rien seul, hein. On fait tout en concertation. Donc, c'est au cœur de notre travail. Donc, ça prend un sens très concret, là. C'est pas un slogan. On travaille vraiment avec les joueurs. On consulte beaucoup aussi de façon très agile. Par exemple, quand on a travaillé pour les migrants à statut précaire d'immigration, on a, avec Médecins du Monde, consulté les personnes sans statut. Donc, ça a été très riche après pour nourrir nos programmes. On travaille avec plein de chercheurs, des gens plus militants. Donc, là, on a 2 projets là, où on travaille avec des personnes racisées, là, qui ont des voix puissantes là, dans la communauté. Donc, on s'assure de se faire challenger puis de travailler autant avec les personnes à qui s'adressent nos projets, nos programmes, qu'avec les joueurs de la communauté. OK. Merci beaucoup, Marie-Christine. Il y avait une question de Floriane Lemoine qui a été posée dans le chat. Je vois qu'Alia a répondu, mais pour le bien de tout l'auditoire, la personne, Floriane, voulait savoir s'il y avait des organismes qui étaient spécialisés ou qui avaient vraiment pour mission de travailler avec les jeunes, les enfants d'immigrants ou ici de l'immigration, en tout cas des jeunes. Je pense qu'Alia a répondu. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes autour du panel. Marie-Christine, Roger, est-ce que vous voulez répondre ou Alia, est-ce que tu veux compléter ce que tu avais déjà dit à Florian dans le chat? On a tous alimenté le chat avec des organismes, des ressources. Il y a la PCRI et bonjour Laurence qui a aussi rappelé qu'il y avait une formation qui se préparait en immigration jeunesse. Et puis il y a aussi des outils disponibles au niveau du HCR à Montréal sur la question des jeunes et de l'immigration et notamment des populations réfugiées. OK. J'ajouterais Excuse-moi, Yannick. En fait, comme on a juste 5 minutes, moi, j'ai une question à vous poser, puis vous pouvez faire un petit tour de table là-dessus.
Sachant que justement que la COVID-19, la pandémie, a mis en difficulté pas mal d'organisations qui font un travail essentiel sur le terrain, si vous aviez un message à passer concernant certaines actions prioritaires que vous devez absolument faire maintenant pour créer un petit peu pour créer, ou en tout cas pour promouvoir un impact à plus long terme, quelles seraient ces activités-là? Et vraiment, là, si vous avez quelque chose, genre 2-3 choses que vous pouvez mentionner et partager avec l'auditoire. OK. On va laisser la parole à Yannick parce qu'il l'avait tout à l'heure. Vas-y, Yannick. Je rebondis sur Inès. En fait, je vais attendre de rebondir sur Inès. Je vais finir ce que je disais, puis après ça, on rebondira. Parce que Inès, c'est une grande question, qui nous amène à nous projeter. Mais c'est très bien. C'était juste par rapport à la jeunesse aussi, c'est que c'est important de dire aussi qu'il y a beaucoup de projets de recherche-action, en fait, qui est mené en collaboration avec les organismes par rapport à ces enjeux, les enjeux de la langue, de la relation avec les parents-enfants, les enjeux de santé mentale aussi, puis de bien-être des enfants immigrants et réfugiés. Et puis, malheureusement, ce qu'on constate en fait sur le terrain, c'est que souvent ces projets de recherche-action restent au niveau du pilote et finissent par mourir de leur belle mort. Pourtant, ce sont souvent des réussites, mais faute de financement, faute aussi, je dirais, d'audace, d'une certaine manière. Malheureusement, ces projets finissent par mourir et mériteraient pourtant d'être récupérés par des organismes, en fait, et de les faire vivre, ces projets. Parce qu'il y a moyen d'avoir un impact, en fait, positif sur ces enjeux-là jeunesse, même si nous, on travaille avec les parents viennent avec les enfants, les jeunes enfants en très bas âge, mais aussi, je dirais, les adolescents. Et maintenant, très rapidement, pour les demandeurs d'asile, et puis c'est bien important ici de le mentionner, c'est qu'ils ont un accès limité à un ensemble de ressources, on le sait. Mais je dirais que la plus grande des problématiques qui est vécue par les demandeurs d'asile, c'est l'absence de garderie, en fait. Ils n'ont pas accès au réseau des CPE du Québec. Donc, les parents qui cherchent du travail, qui veulent avoir du répit, doivent le faire avec leur enfant. Donc, lorsqu'ils ont une entrevue planifiée, là, on est dans le très concret, dans le très pratico-pratique. Mais le fait qu'un parent ne puisse pas prendre de répit et qu'il ne puisse pas non plus avoir la possibilité d'avoir accès au centre de la petite enfance au Québec, ça crée énormément de problèmes et ça crée une espèce, je dirais, d'effet domino. Là-dessus, peut-être que je passerai peut-être la parole à Alia et puis on rebondira tous les deux sur la question que tu nous as posée, Inès, sur peut-être les enjeux prioritaires pour les prochains mois. En termes d'enjeux prioritaires, clairement, la question du numérique, on a besoin non seulement pour pallier à la fracture numérique, de s'assurer que les organisations ont les outils, les formations, les moyens nécessaires pour se déployer numériquement. Et c'est d'autant plus vrai à l'aube d'une deuxième vague où on va probablement tous devoir refermer nos locaux. Donc, on doit se déployer numériquement de manière confidentielle, en protégeant l'information des personnes qui passent par nos organismes et en s'assurant de protéger les données. Et ça, c'est extrêmement important, surtout si on travaille avec des personnes protégées, des demandeurs d'asile ou des personnes sans statut. Et c'est quelque chose qui a souvent été dissipé du débat et des discussions qu'on a eues publiquement là-dessus. Et puis, évidemment, la question des demandeurs d'asile. On a besoin d'aide financière sur la question des demandeurs d'asile et je crois que le message de tout le monde est très, très clair là-dessus. On est, pour vous donner un ordre d'idée, chez Alpa, c'est presque c'est un énorme pourcentage de la clientèle qui vient dans nos locaux et on est très petitement financé pour les demandeurs d'asile. Et il est hors de question de laisser des gens derrière, surtout dans une période de pandémie où les gens sont encore plus vulnérables. Donc, on ne refusera jamais des gens qui se présentent dans nos locaux ou dans nos services numériques pour de l'aide, mais on a besoin d'appui, nous aussi. Puis, le troisième point d'appui, et ça aussi, ça a été souvent dissipé, élagué du débat, c'est nous, en tant que gestionnaires, qu'intervenants, que contributeurs sociaux, de gens qui aidons des gens, on a besoin de soutien.
On a besoin d'outils de gestion, on a besoin de soutien psychologique, on a besoin d'être valorisé dans notre travail. C'est quelque chose d'important. Et puis, je veux remercier la Fondation d'avoir fait ce travail-là parce que notre parole est importante et elle doit être entendue. Merci. Merci beaucoup, Alia. Je vais passer la parole à Marie-Christine avant de la passer à Roger. Et puis moi, je vais ajouter un élément de réponse par rapport à la question d'Inès. Alia a tellement volé la vedette avec ses propos importants. J'en ai oublié la question d'Inès. C'était s'il y avait un message important à faire passer aujourd'hui pour des actions prioritaires aux philanthropes qui nous écoutent. Ouais. Je pense que ça a déjà été mentionné, là, vraiment, demandeurs d'asile, services multilingues, fracture numérique aussi, ça va être un gros dossier. Imaginez une maman monoparentale en haut d'un immeuble à Saint-Laurent avec ses enfants confinés parce que oui, il y aura peut-être pas de confinement général, mais ça commence des enfants qui sont retournés à la maison parce qu'il y a un cas de COVID dans la classe. Moi-même, aujourd'hui, j'ai ma fille avec moi. C'était pas du tout prévu. Donc c'est ça. Il va falloir soutenir les familles, soutenir les plus vulnérables, fracture numérique, parler, aller chercher les gens aussi dans leur langue. Et voilà. Merci beaucoup, Marie-Christine. Je vais donner la parole à Roger. Est-ce que tu as des éléments de réponse par rapport à la question d'Inès? Oui, je vais très directement. Moi, je pense qu'il faut vraiment essayer d'investir beaucoup plus dans le développement durable, aider les gens à mieux se prendre en main. Parce que, bon, c'est sûr que des fois, on a tendance à donner un poisson et pourtant, on a toujours dit que c'est mieux de montrer les gens à pêcher. Donc, au lieu de leur donner un pain à chaque jour, donc pensez à les accompagner pour monter des boulangeries, investir dans l'éducation des gens, oser penser différemment aussi. Donc, pour dire que si pendant un certain temps, on avait une façon de faire qui n'a pas donné les résultats escomptés, il faut vraiment oser penser différemment, aller voir les nouveaux joueurs, d'autres joueurs, donc pour essayer de faire un mixte. Moi, ce sont des éléments de réponse que je peux apporter à ça. Merci beaucoup, Roger. Je veux juste préciser que pour Montréal-Nord, le cas de Montréal-Nord, l'arrondissement a été l'épicentre de la contamination communautaire. Nul n'est censé l'ignorer. C'est une information qui a circulé. On est en période de seconde vague et ça prend l'envol. Beaucoup de demandeurs d'asile, on a vraiment mis l'emphase dessus. Des centaines de demandeurs d'asile ont été en première ligne à Montréal-Nord dans les centres pour les soins aux aînés. Beaucoup ont risqué de leur vie, ils ont risqué, certains sont morts, ils ont mis en danger leur famille. Il y a vraiment question, et on a parlé tout à l'heure de la fracture numérique. Pour ALPA, c'est un véritable problème à Montréal-Nord. Et l'ICI, un organisme naissant, on a ouvert les portes le 8 septembre prochain. On est en présentiel avec une petite équipe très restreinte, mais avec cette seconde vague qui s'en vient, on est obligé de s'adapter, de prendre les moyens, mais toujours penser à cette cause, à ces personnes. Là, les frontières sont ouvertes, il y a des personnes qui sont sur le terrain qui ont vraiment besoin d'un accompagnement. Les chiffres sont là. Il y a beaucoup d'immigrants à Montréal-Nord, il y a beaucoup de demandeurs d'asile. Oui, on a parlé des anges gardiens. On va régulariser leur situation pour une catégorie, mais nous, on demande aussi que cette régularisation puisse concerner toutes les catégories d'emplois qui ont permis à ce qu'on puisse comme aplanir la courbe de la COVID-19 à Montréal-Nord et qu'on ne revienne pas à ce qui s'est passé. Il y a un centre de soutien aux opérations communautaires qui est mis en place à Montréal-Nord et qui est soutenu par Fondation Philanthropie Canada. Si ça peut continuer comme ça, aider les organismes communautaires qui sont vraiment en première ligne de proximité avec les populations pour qu'on puisse gérer cette seconde vague. Là, les chiffres sont là. Montréal est passé à la zone orange, zone alerte. Oui, on ne parle pas d'un confinement, mais on demande aux gens, si nous sommes là, de se protéger, mais pensez aussi à ces immigrants qui sont dans une période de stress, de panique, de peur et qui ont besoin, comme nous tous, d'être en santé. Et comme on le dit, ça va bien aller. Je vais remercier tout le monde. Je remercie Marie-Christine pour sa belle intervention.
Je remercie Alia Hassan-Kournol pour aussi son brillant exposé. Yannick Boucher pour tous les chiffres que tu as apportés. Roger Petit-Frère pour tout l'historique de l'ICI que tu nous as donné. Et Inès et toute l'équipe de Fondation Philanthropique de nous avoir offert cette plateforme pour cet échange modéré, de parler aux philanthropes, de parler à la communauté des vrais enjeux, des problèmes, des défis que vivent les personnes immigrantes et de l'accompagnement qu'on peut leur offrir. Merci beaucoup et merci à toi, Inès. Merci beaucoup à toutes et à tous, vraiment, pour cette conversation très stimulante. L'impression que ça me donne, c'est que ce n'est qu'un début de conversation. J'ai l'impression qu'on pourrait en avoir beaucoup plus et qu'il faudrait qu'on en ait beaucoup plus dans l'avenir proche. Il y a beaucoup d'informations intéressantes qui ont été partagées dans le chat, aussi par les différents intervenants, et on va les compiler dans un courriel, un message que nous allons vous envoyer demain après-midi à tous les participants qui se sont inscrits. Je pense que ce sont des ressources qui méritent qu'on s'y penche davantage. Et nous vous enverrons aussi un petit sondage, histoire de voir un peu comment vous avez apprécié le webinaire. Et puis, c'est quelque chose qui nous aide aussi à identifier les thèmes et les formats pour nos prochains webinaires. Et je voudrais remercier chacun des panélistes. C'était vraiment très, très, très intéressant. Beaucoup d'informations que je vais passer l'après-midi au moins à digérer. Je vous invite aussi à vous inscrire à notre bulletin hebdomadaire pour en savoir plus sur nos activités. Nous avons tout un fait d'activités pour la COVID-19 et je vous invite à y jeter un coup d'œil. Coucou au bébé que j'entends. Et je remercie énormément Sandrine aussi, Messomou, qui vraiment a travaillé très très fort pour la co-organisation de cet événement, qui a mobilisé les panélistes. Vraiment bravo. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Au revoir. Au revoir tout le monde.